Sunday Night Production. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. On se trouve aujourd'hui, comme le dernier épisode d'ailleurs, sur l'épisode Parole de coach, en direct de Calpé, lieu du premier camp d'entraînement dans la tête d'un cycliste. Je suis accompagné par Paul Van Rentergem. Voilà, j'ai bien prononcé à nouveau. Trop bien. Parfait. Bon, on va faire un troisième épisode, je suis sur ma lancée. Donc un grand merci pour ta disponibilité. On va parler sur cet épisode, un podcast qui va être consacré à l'optimisation de votre performance sportive à travers une alimentation adaptée. Nous allons explorer les fondamentaux de la nutrition à l'effort, un aspect essentiel pour tout athlète, pour tout sportif qui cherche à améliorer ses performances et atteindre ses objectifs. Mais avant toute chose, Paul, j'aimerais qu'on parle de la séance de ce matin, puisque lors du dernier enregistrement, lors du dernier épisode sur Parole de coach, on avait parlé justement des spécificités de la descente, comment améliorer son style en descente tout en restant en parfaite sécurité. Comment s'est passé l'entraînement de ce matin ? Est-ce que les élèves ont appliqué ? Écoute, dans l'ensemble, tout le monde a l'air plutôt content. C'était assez compliqué parce que les conditions étaient quand même assez venteuses. Donc beaucoup de vent, c'est pas forcément facile pour les gens qui sont un petit peu, justement, qui ont de l'appréhension avec de la vitesse, etc. Mais la descente, elle est quand même idéale pour travailler la prise de virage. Donc je pense que tout le monde a plutôt bien bossé. Ouais. Il y avait 2 beaux virages en épingle, effectivement. Ouais, il y avait des belles épingles et puis après des virages un peu plus ouverts qui se prennent avec beaucoup de visibilité, donc c'est pas mal. Ouais. Bon, et qu'est-ce que tu leur as préparé pour demain ? Demain, alors c'est tout un travail de briefing qui va être important parce qu'il y a 2 exercices en un. Donc on a une montée de col à faire plusieurs fois, mais avec de la force vélocité dans la montée, et dans la redescente, on va encore faire un peu de travail technique. Donc voilà, il va falloir que je sois assez bon dans le briefing pour que tout le monde retienne tout ça. Bon, on va voir ça demain matin. En tout cas, pour ce qui nous concerne sur cet épisode, c'est la nutrition. Et on doit dire qu'ici, où on est en formule all inclusive, certains ont bon appétit. Oui, on est d'accord. Ça mange. Au fur et à mesure des journées, les assiettes grossissent. Donc on va parler de nutrition. Si on parle de nutrition, on parle également d'hydratation. On en profite pour remercier notre partenaire qui est NutriPure avec sa solution d'hydratation justement longue distance. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Paul, sur les fondamentaux de la nutrition, mais en particulier sur l'hydratation ? Du coup, dans l'hydratation, on parle d'hydratation et aussi des électrolytes parce qu'elles jouent un rôle essentiel, les électrolytes, dans l'utilisation de l'eau par le corps. Donc l'eau, ça joue un rôle crucial dans la performance parce qu'on sait que même une déshydratation, même minime, engendre une baisse des performances assez notable. On le dit d'ailleurs souvent, si on a la sensation d'avoir soif, quelque part, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard depuis longtemps, ouais. Donc quels sont tes conseils sur ça, justement, comment avoir une bonne hydratation ? Est-ce qu'il y a une quantité minimum ? Une quantité maximum dans laquelle il faut se situer pour être bien hydraté ? Avant une journée classique de personnes lambda, on va dire que c'est 1,5 litre d'eau par jour, c'est plutôt le minimum. Ça fait beaucoup quand on n'a pas l'habitude de boire, mais en fait, hors activité physique, en fait, il faut toujours avoir une bouteille sur soi. Pour pas reprendre les phrases bateau, mais l'eau c'est la vie comme on dit, et il faut tout le temps boire. Il faut vraiment avoir toujours une bouteille d'eau. Je le vois d'ailleurs, les gens dans le stage peuvent le voir, moi j'ai toujours ma gourde avec moi et je bois tout le temps. Ouais. C'est un réflexe. C'est un réflexe à prendre effectivement, mais c'est important dans la récupération, ça joue, dans l'avant-effort ça joue. Dans le pendant effort, ça joue. Donc, Il existe des applications d'ailleurs qui permettent de mesurer justement la quantité d'eau que l'on a bu dans la journée. Alors il faut alimenter cette application. J'ai plus les noms, mais je sais qu'il y a plusieurs applications qui permettent justement de te dire ce qu'il te reste, la quantité qu'il te reste à boire pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé, ou si justement tu l'as atteint. Donc si ça peut aider certains justement à être bien hydratés, il faut pas hésiter à télécharger ces applications et les utiliser. Et tu nous as parlé tout à l'heure des électrolytes.
Ouais. Alors, c'est peut-être pas clair pour les gens qui nous écoutent ou les gens qui sont dans la salle. C'est quoi les électrolytes et à quoi ça sert ? Du coup, à l'effort, les électrolytes, on parle surtout de sodium, potassium, magnésium. Donc, les électrolytes, c'est vraiment essentiel dans l'utilisation du musculaire. Ça permet la contraction et tous les différents échanges enzymatiques. Donc, à l'effort, ça permet l'assimilation de l'eau et à la transpiration, on en perd énormément. Le sodium, c'est ce qu'on voit qui fait des petites taches blanches sur les maillots dès qu'il fait chaud, les taches de sel, effectivement. Donc pendant l'effort, lié à l'eau, utiliser la boisson d'effort, c'est vraiment un très très bon réflexe. Moi, je le préconise tout le temps, même une séance d'1h30. Franchement, c'est utile. Alors, comment tu trouves, sous quelle forme tu trouves les électrolytes ? Est-ce que tu le trouves dans l'alimentation au quotidien ? Je pose des questions volontairement pour que les gens qui entendent parler pour la première fois éventuellement d'électrolytes ou qui ne savent pas vraiment où aller la chercher, comment tu assimiles l'électrolyte ? C'est une boisson que tu vas... Enfin, c'est un complément alimentaire. Tu le trouves dans les aliments ? Dans les aliments, ça se trouve effectivement. Quand on sale nos plats, on remet du sodium par exemple. Mais effectivement, oui, tout se trouve dans l'alimentation. C'est pour ça qu'on prend le manger équilibré en continu, parce que des apports variés font qu'on recharge aussi en électrolytes. Et puis à l'effort, il existe du coup des boissons d'effort comme NutriPure par exemple qu'on utilise ici dans ce stage. Et puis il faut distinguer du coup les boissons d'effort et les boissons électrolytes. Dans la boisson effort, en plus, dans la boisson effort, on a un apport glucidique en plus qui est encore hyper intéressant. On va en reparler du coup dans la suite du podcast, mais moi je préconiserais vraiment la boisson effort quand on fait de l'effort. Et l'électrolyte, la boisson dite électrolyte qui se trouve sous forme de pastille, généralement un peu effervescente, tu la prends à quel moment celle-ci ? À partir du moment où on utilise de la boisson effort, moi je ne vois pas trop d'intérêt. Ça serait pas nécessaire. Ouais. Ok. Alors, on parle justement de pendant. Alors, comment on s'hydrate correctement avant un effort ? On a parlé d'1,5 litre, effectivement, hors activité physique, mais comment est-ce qu'on s'alimente correctement avant ? Comment est-ce qu'on s'alimente correctement pendant et après ? L'avant, si on parle de l'avant. Ouais, avant un entraînement classique, changer quelque chose à son hydratation, ça n'a pas forcément d'intérêt. Avant un gros objectif, une course intense ou un entraînement compliqué, prendre une petite boisson d'attente, comme il en existe beaucoup dans le marché, ça peut être intéressant pour pas justement vider nos stocks et nos réserves énergétiques avant l'effort. Une autre technique qui peut être utilisée, c'est de prendre de la boisson effort mais de la sous-doser vraiment en grande quantité pour justement encore une fois préserver nos réserves. Pendant l'effort du coup un bidon minimum toutes les heures quand c'est des températures plutôt clémentes. Après forcément il faut s'adapter en fonction des températures, plus il va faire chaud, plus on va se tuer, plus on va perdre de l'eau, perdre des électrolytes, donc il va falloir en rapporter à l'organisme. Donc de la boisson effort, moi je préconise vraiment à tous mes athlètes tout le temps, peu importe les conditions, même s'il fait chaud, on peut essayer de la sous-doser un peu pour pas trop avoir cette impression ça allait être une de mes questions. Ou casser avec un peu d'eau, mais le problème c'est qu'on perd tellement d'électrolytes d'eau qu'il faut en ramener, et la boisson effort reste le plus efficace. Mais pendant l'effort, je parle pendant l'effort, tu vas faire un effort, il fait 5 degrés, et tu vas faire un effort, il fait 35 degrés. Ouais. Est-ce que tu doses de la même manière ? Moi, je doserais de la même manière, effectivement. Ouais. Mais en fait, les glucides sont importants pour l'assimilation de l'eau et l'utilisation de l'eau derrière. Donc si on n'apporte pas de glucides, même s'il fait chaud et qu'on a cette sensation de pâteuse, ça peut être contre-performant. Alors après, effectivement, comme on va plus boire en quantité, on peut la sous-doser un peu, mais par contre, vu qu'on passera 2 bidons de plus au lieu d'un, naturellement, à la fin on en aura autant. Moi, le conseil que j'ai sur la longue distance, c'est qu'entre une journée à 5 degrés et une journée à 35 degrés, je divise par 2, voire par 4 ma dose de poudre dans le bidon. Parce que le sucre, la réaction dans le corps avec un 35 degrés n'est pas du tout le même qu'avec un 5 degrés. Et je vais même rajouter des pincées de sel par tranche de 10 degrés dans mon bidon.
pour c'est justement recharger en sodium. Que tu as testé toi. Ouais, tout à fait. Et c'est ce qui permet, quand tu mets des pincées de sel, ça te permet à 40 degrés ou à 35 degrés en été, ça te permet de compenser. Oui, complètement. Après, dans toutes les boissons efforts, il y a un ajout de sodium, etc. Donc il y a aussi ce sel qui à forte dose, il faut faire attention, c'est à un moment aussi contre-productif. Exactement, ouais. C'est vrai que le sucre, j'ai plus le nom, mais je sais que dans la longue distance, certains vont à l'excès et ça peut être assez compliqué, voire dangereux. C'est que sucre tellement, il y a une réaction chimique, on va dire, qui se produit dans le corps avec les fortes chaleurs et le sucre, qui peut être très dangereuse. J'ai oublié le nom malheureusement. Après, on va en reparler, mais ce qui est important, plus les quantités vont être importantes, c'est justement la mixité des glucides. Donc de prendre du glucose, du fructose, enfin des formes différentes qui vont permettre de toucher des récepteurs différents. Ouais. Et quelle est la limite? On parle de boire 1,5 litre. Certains veulent bien faire, veulent boire beaucoup pour justement être hydratés. Quel est le piège de boire trop? Déjà se surcharger complètement. C'est très dangereux, je crois même, de boire 3 litres par jour. Je crois qu'il y a une limite humaine qui fait qu'à un moment donné, tu supportes pas. Et même ça vide complètement tes réserves de nutriments. Oui, en fait, surtout qu'en plus c'est contre-performant parce que du coup, on fait que de se rajouter du poids inutile. Mais du coup, effectivement, boire en excès, c'est aussi contre-productif. Tout est une histoire de dosage dans tout le cas. Bon, en tout cas, il faut boire correctement et tu as donné tous les bons conseils pour bien s'hydrater avant, bien s'hydrater pendant et également les boissons après l'effort qui te permettent justement de recharger et de récupérer. On voit d'ailleurs, c'est vrai que les coureurs pro, la ligne d'arrivée à peine franchie, tout de suite, ils ont les soigneurs qui sont là avec les boissons pour recharger tout de suite. En fait, dans les 30 minutes qui suivent l'effort, quelle est la boisson type d'ailleurs? Est-ce qu'on peut se permettre, une fois la ligne d'arrivée franchie, de prendre un bon coca, une bonne boisson sucrée, ou c'est pas recommandé? Ça a un intérêt parce qu'en fait on va apporter directement beaucoup de sucre à l'organisme et du coup ça va permettre, alors que le corps est encore en ébullition complète et les enzymes sont à fond, on va recharger très vite les stocks en glycogène. Mais l'idéal, ça reste une boisson recovery, donc apporter de la protéine. La protéine, c'est très important en récupération parce que c'est ce qui permet la resynthèse cellulaire, exactement, des fibres musculaires et du coup d'apporter du glucide en plus qui permet du coup de recharger directement les stocks en glycogène. Donc le recovery, c'est différencié de la whey quand on prend en shaker ou etc. La whey, c'est uniquement des protéines et des BCAA, mais il manque cet aspect glucide qui est quand même important à l'effort quand on va enchaîner des jours, quand on va enchaîner des entraînements et des séances dures, quoi. Et quand on est sur un ride on va dire social, est-ce que la bière, tu vois, la bière d'après-ride fait partie de la recovery comme c'est mythologie ancienne. Il y a quelques préceptes comme ça qui persistent dans le vélo, qui on ne sait pas pourquoi ça tient, mais bon, en tout cas, voilà, c'était la petite anecdote. L'alcool, c'est non. Alors, on était sur l'hydratation, on va aller sur l'alimentation maintenant, comment être bien alimenté pour être performant. Alors, il faut toujours trouver le bon équilibre, un peu comme dans l'hydratation, tu l'as dit, entre les glucides, les protéines et les lipides. Et là, c'est pareil. Qu'est-ce que tu peux nous partager sur cet équilibre au niveau de l'alimentation, et donc glucides, lipides et protéines? Du coup, on distingue 3 macronutriments importants, donc les glucides, les protéines et les lipides. À l'effort, pour moi, le macronutriment le plus important, ça reste les glucides. C'est le sucre, c'est le sucre. Le sucre, ouais. Et il y a quelques années, on m'aurait tapé sur les doigts si j'avais dit ça, mais pourtant c'est ça. Les glucides sont des sucres. Exactement. Ouais. Mais il y a eu une grosse part de remise en question, notamment sur le long avec le cétogène, etc. Et même dans le cyclisme tout court, mais tout le monde y revient. Les glucides, c'est vraiment le carburant des muscles et du cerveau sur un effort prolongé, intense et même prolongé. Le cétogène, excuse-moi, je te coupe, Paul, je précise pour les gens qui nous écoutent, le cétogène, c'est que tu ne prends 0 glucides, donc 0 sucre, quasiment et tu n'es que sur de la protéine et des lipides. En gros, tu manges une omelette avec des tranches de lard. À peu près ça, Non, mais c'est ça. T'as le droit d'un avocat des fois. Voilà. Le cétogène, c'est ça. Donc effectivement, là, tu vas activer ta filière lipidique, exactement, l'utilisation des graisses, et à l'opposé d'une épreuve de sprint ou de critérium, qui lui va aller activer la filière de sucre. Donc les deux sont possibles.
mais le résultat, c'est pas pour le même objectif, on va dire. Oui. Et en fait, du coup, pour revenir aux glucides, donc c'est vraiment une source d'énergie rapide et facile à utiliser par l'organisme, mais par contre, elle est en stock limité. Alors, quand tu dis en stock limité, la durée, c'est quoi? Moi, j'avais en tête 1h30 à peu près. Ça va dépendre de l'entraînement et de l'effort, de l'intensité et de l'entraînement. L'entraînement que tu produis, mais aussi la manière dont tu t'es entraîné à ingurgiter exactement le sucre. Oui, complètement. C'est stocké sous forme de glycogène dans les muscles et dans le foie, les glucides, et donc forcément, c'est en réserve limitée, donc c'est important à l'effort d'en apporter en continu. Ça va être juste prédominant dans la performance derrière. On a combien de grammes aujourd'hui de préconisation pour un sportif? Moi, je me souviens à une époque où j'avais commencé à vraiment m'intéresser en lien avec l'ultra-distance, à comment j'alimentais, en fait, qu'est-ce que j'ingurgitais, comment j'allais brûler de la calorie et quelle était la meilleure calorie. On était sur 60 grammes par heure de sucre. Aujourd'hui, on parle, les coureurs pro et les triathlètes parlent de 120 grammes. Même plus voilà. Donc c'est les Norvégiens qui poussent beaucoup là-dessus. Il y a des Norvégiens qui ont fait des Ironman après 160 grammes. Donc en fait, c'est le carburant. C'est très clairement le carburant. C'est vraiment une histoire d'entraînement. C'est ce que j'allais dire. Tu peux pas passer à je vais m'entraîner le bidon, que de l'eau, rien dans les poches pour m'affûter. Si tu passes à 160 grammes le lendemain, c'est juste pas possible. Il va falloir être prévoyant au niveau digestif. Donc ça veut dire qu'il faut tout un entraînement sur bien évidemment l'effort, mais aussi comment ton corps va ingurgiter ce sucre-là. En fait, ça va dépendre aussi de la durée de l'effort. En fait, on peut découper en effort de moins de 1 heure, on n'apportera pas forcément la même quantité de glucides parce que les stocks seront suffisants. Plus de jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie, on va apporter une certaine quantité, et puis au-dessus, on va encore essayer de pousser encore plus. Moins d'une heure, il n'y a pas besoin d'apporter quand c'est un effort, peu intense. Ça veut dire que ton corps a la réserve pour rapporter le sucre, largement assez de réserve, l'énergie, les réservoirs nécessaires. Complètement. Quand on a moins d'une heure mais que c'est très intense, 30 à 60 grammes, ça peut être bénéfique. Quand c'est de 1 à 2 heures, autour de 30 à 60 grammes, c'est le minimum. On peut même pousser jusqu'à 90. Et au-dessus de 2 heures et demie, 3 heures, 90, c'est le minimum prérequis. Mais on peut pousser avec un entraînement du système digestif et une utilisation des glucides et de ce qu'on va utiliser en course tout au long de l'entraînement. On peut pousser jusqu'à 120 facilement, et avec encore plus d'optimisation, jusqu'à 160 grammes. Mais alors, c'est réservé à des gens qui s'entraînent vraiment beaucoup, et puis il faut faire attention à apporter les glucides de manière différente. À utiliser des gels qui sont avec par exemple fructose et glucose. Il faut varier. Il faut varier l'apport pour justement toucher des récepteurs différents. C'est le carburant, et je pensais à Mortine, c'est vrai, qu'il avait apporté sous système d'hydrogel, en fait, c'est ça, ils avaient apporté ce système d'hydrogel qui a fait un carton. Comment ils appelaient ça? C'est un système d'enveloppe qui en plus permettait d'une diffusion continue et plus lente dans l'organisme. Ils ont un nom, j'ai perdu le mot exact, mais... Bon, on pourra éventuellement mettre le lien. Ils sont très copiés, et beaucoup de gel aujourd'hui. Mais même les boissons efforts maintenant varient leur apport et sont beaucoup plus chargés qu'avant. Est-ce qu'il y a un intérêt, Paul, pour les personnes qui sont en début de saison et qui voudraient justement s'affûter? On a toujours ce lien avec le rapport poids-puissance dans le cyclisme. Est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui d'aller s'entraîner même 1 heure ou 1 heure et demie, bidon avec de l'eau, et ne rien manger pendant 1 heure et demie ou 2 heures? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que, hormis le fait de vouloir s'affûter, est-ce que ça peut même être préjudiciable pour la suite au niveau santé? Moi, déjà, il faudra me dire si ça marche. Ça a vraiment été prouvé que ça marche, que ça affûte de rouler à jeun 1 heure, mais moi, j'en suis pas certain. Et non, moi, je le préconise pas du tout.
c'est tellement plus bénéfique d'utiliser des glucides et d'être très compétent dans l'utilisation des brûler glucides. de la calorie en fait, le fait de faire un effort plus intense, fait que tu vas brûler de la calorie de manière plus importante. Et puis même pour utiliser ces graisses, on a besoin de glucides dans tous les cas, donc non, moi je le préconise plus du tout. Mais on va parler du deuxième nutriment qui est la protéine. Ouais. Donc là c'est pareil, important, très important pour reconstituer la fibre musculaire. Exactement, ouais. Donc effectivement les protéines, c'est ce que tu l'as dit tout à l'heure, en fait les boissons d'après effort, on voit les professionnels qui, même les amateurs, on a toujours cette image là du coureur professionnel qui fait les choses très très bien, mais qui tout de suite a cette boisson qui va reconstituer justement les protéines pour réparer les fibres qui ont été cassées avec l'effort. Exactement, c'est un réel intérêt et c'est primordial d'amener à l'organisme ce qui lui permet de réparer les fibres endommagées. Réparer, mais aussi prendre de la... réparer ou reconstruire ou construire en plus, oui. Donc pour ça, les protéines ont un rôle hyper important et elles ont aussi un intérêt dans l'utilisation de certaines hormones, donc et la protection des défenses immunitaires, donc c'est encore une fois primordial. Ouais. Donc là c'est pareil, sous quelle forme tu préconises cette alimentation ? Le plus facilement assimilable après l'effort, c'est le shaker de recovery ou de complément alimentaire. Ouais, c'est simple et efficace. C'est simple et efficace pour celui qui travaille, qui n'a pas forcément le temps de prendre de temps pour son alimentation et qui est surchargé. Au moins il a ses apports. Mais sinon, une alimentation équilibrée, le typique jambon blanc, poulet. Un peu de poisson aussi, je crois. Poisson, c'est bien, en plus c'est riche en oméga 3. Je ne rentrerai pas dans l'anecdote du jour sur le poisson, mais on trouve ces protéines-là. Il y a aussi les personnes qui sont végétaliens ou véganes qui peuvent trouver des protéines vertes. La protéine végétale, complètement. Tout à fait possible. Complètement, ouais. Et puis il y a cette dernière nutriments, on va dire, qui sont les lipides. Les lipides, oui. Et là, c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser que le coureur cycliste évite les graisses. Et pourtant, la graisse est très intérêt aussi, ouais. Alors, très très bonne. Toute proportion gardée, bien évidemment, mais un réel intérêt, effectivement. Oui. La filière qui tourne le plus dans les sports d'endurance, ça reste la filière lipidique. Très clairement. Mais encore une fois, je dis que c'est pas la principale parce qu'on a besoin quand même des glucides pour pouvoir l'optimiser. Mais en fait, elle est quasiment en stock illimité chez l'être humain. Et du coup, dans les basses intensités, c'est celle qui est prédominante. Ouais. Bah c'est la fibre que tu vas activer et effectivement, dans la longue distance, les efforts longs. Alors après, quand on dit long, est-ce que c'est quoi ? C'est 4 heures, c'est 6 heures, c'est 10 heures ? En fait, ça va dépendre. Long, c'est surtout une question d'intensité. En fait, ça peut être 1 heure à basse intensité. Elle va quand même avoir une importance, cette filière-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur du long, tu ne peux pas faire qu'aux glucides. Les fameux 160 grammes. Non, pas c'est certain. Je pense que pour beaucoup dans cette salle et beaucoup d'auditrices et d'auditeurs, ça va faire 2, 3 heures, 4 heures, et après les problèmes gastriques vont arriver. Dans le meilleur des cas, oui. Puis les lipides ont aussi un rôle important dans l'assimilation de beaucoup de vitamines, la vitamine A, D, E. Donc au niveau hormonal, c'est important. Au niveau réduction des inflammations, elles ont aussi un rôle important. Donc non, les lipides, ça reste quand même hyper important aussi. Oui. L'équilibre entre les 3 macronutriments, de toute façon, est hyper important. Et quel rôle jouent les lipides dans la production d'énergie via l'ATP ? Du coup, c'est tout ça est lié au cycle de Krebs et à la mitochondrie qui permet... Le cycle de Krebs, tu peux détailler aux personnes qui sont dans la salle, mais aussi qui écoutent. C'est le cycle qui définit toutes les réactions enzymatiques qui se passent dans la mitochondrie et qui produisent l'ATP, qui est vraiment... comment dire ? J'ai perdu le mot. Je te laisse retrouver tes mots. Le générateur d'énergie, quoi. La mitochondrie, on a fait un épisode effectivement avec Loïc Lepout il y a très peu de temps dans la tête d'un cycliste et justement parole de coach. Donc si vous voulez savoir ce qu'est la mitochondrie, à quoi ça sert, je vous invite à aller écouter cet épisode. Ouais. Mais en tous les cas, les lipides sont hyper importants aussi dans la performance. Et si tu avais des exemples d'alimentation équilibrée, c'est difficile à dire. Je sais que c'est difficile à dire. Mais ça serait quoi une alimentation ? Parce que tu nous parles d'équilibre dans l'hydratation, dans l'alimentation. Là, ça serait quoi une alimentation équilibrée ?
moi, je prône le manger de saison et du coup, d'aller faire son petit marché, de prendre ses petits légumes de saison, c'est ma philosophie de l'entraînement. Je suis pas à faire peser les aliments ou quoi que ce soit. Manger varié et de saison. Il y a forcément de l'équilibre dans tout ça. Là aussi, il y a des applications. Tu peux très bien manger varié de saison avec des applications qui te permettent. Je sais qu'il y a des personnes qui sont hyper digitales, qui veulent contrôler leur poids et savoir exactement ce qu'ils ont ingurgité, combien de calories. C'est tout à fait possible aujourd'hui via des applications. On peut savoir qu'est-ce qu'on a ingurgité en termes de calories à la journée. Et ben, on fait le ratio avec l'énergie dépensée sur le vélo et on peut regarder justement comment tout ça s'équilibre. Alors on a parlé hydratation avant, après, pendant. On a parlé alimentation, là aussi, l'avant, comment est-ce qu'on s'alimente correctement avant un stage, comme on fait aujourd'hui, pendant un stage également, parce que j'imagine que la dépense est beaucoup plus importante, donc c'est aussi normal qu'on mange un peu plus pour compenser, mais de manière générale, avant un effort, comment on s'alimente correctement ? Avant une compétition, avant un objectif, quand ça dure moins d'une heure et demie, encore une fois, on va distinguer le moins d'une heure et demie et le plus d'une heure et demie. Sur des courses de moins d'une heure et demie, changer son alimentation à partir du moment où on mange équilibré, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Parce que, encore une fois, les stocks de glycogène seront rempli et largement suffisant avant l'effort, à partir du moment où en plus on va apporter pendant l'effort. Mais quand ça va durer plus d'une heure et demie, faire une recharge glucidique, ça peut être intéressant. En anglais on appelle ça le carb loading, mais en fait ça va être de modifier son alimentation pour essayer d'optimiser et d'agrandir nos réserves en glycogène pour le jour de la course. Pour ça, 24 heures à 48 heures, ça dépend, en fait il faut le tester aussi et se l'adapter à soi-même. Mais l'idée c'est de diviser sa journée en 5 repas plutôt qu'en 3, avec des prises plutôt plus petites mais du coup plus étalées dans la journée, et de limiter vraiment l'apport en fibres tout en augmentant un petit peu l'apport en glucides, du coup et des glucides faciles à digérer et si possible encore une fois variés. Mais au niveau de la prise de repas, par exemple, on sait qu'on va avoir un entraînement assez intensif ou une compétition, tu l'as dit. On est toujours sur un ratio de 3 heures avant l'effort, de terminer son repas 3 heures avant l'effort pour avoir justement la digestion et que l'organisme soit... Exactement, l'idée c'est d'avoir que le flux sanguin ne soit pas concentré sur justement la digestion. À l'effort, on digère beaucoup moins bien les aliments. Donc essayer d'avoir l'estomac plutôt vide et avoir fini de digérer avant le départ de sa course, c'est important. Donc on préconise de finir 3 heures avant. Si c'est un peu avant, c'est encore mieux. Alors même si aujourd'hui il existe plein de gâteaux efforts c'est vrai, pour faciliter à digérer, etc. Déjà il faut le tester et ne rien tester le jour de la course, parce que ça c'est peut-être la phrase à retenir de ce podcast: ne rien tester qu'on n'a jamais testé avant. Surtout en alimentation. Mais même tu vois, on préconise le 3 heures, mais je sais que moi par exemple, pour moi en ce qui me concerne, j'aime bien finir de manger 4 à 5 heures avant. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi j'étais sur 5 heures et franchement c'est top. Alors c'est long à 5 heures, mais tu t'hydrates, mais par contre tu te sens hyper léger, effectivement. Exactement, avoir une petite boisson d'effort. Alors moi je fais pas du long, je cours sur du 1h15, 1h30 en VTT, mais j'aime partir avec cette sensation que j'ai l'estomac vide. Oui, tout à fait, je te rejoins sur ça. Et puis j'ai aussi une question, là aussi c'est un peu, je partage aussi un peu mon expérience personnelle. Avant une épreuve, il y a certaines techniques justement pour refaire tes stocks justement pour le jour de l'épreuve. Et alors c'est pareil, j'ai plus le nom en tête, mais moi ce que je faisais, c'est que, on va dire à partir d'une semaine, enfin à partir du lundi, j'appauvrissais considérablement mes stocks en glucides. C'est-à-dire que lundi, mardi, mercredi, il y avait 0 glucides. Donc autant te dire que le mercredi, j'étais rincé. Et tu continues à t'entraîner avec. Et je continue à m'entraîner très fort, justement, pour vraiment vider complètement les stocks. Vider les réserves en glucides. Et à partir du jeudi, tu remanges des glucides. Et j'avais cette sensation où, effectivement, d'avoir un regain d'énergie le week-end, le jour des compétitions. Est-ce que c'est
technique qui fonctionne? Quel est ton avis sur ça? Ou est-ce que c'est juste ça a été longtemps utilisé. Après, il y a... Aujourd'hui, on parle plutôt de polarisation des glucides, même si, en fait, moi, de mon expérience, c'est plutôt amener encore une charge mentale à l'athlète qui apporte pas forcément des bénéfices incroyables. Mais la polarisation des glucides, effectivement, on essaye d'amener les glucides au bon moment et d'en amener moins pour essayer d'avoir justement, toujours pareil, une histoire de surcompensation des stocks. Mais en fait, à l'utilisation sur le terrain, on se rend compte que comparé à quelqu'un qui apporte des glucides tout le temps, ça n'a pas non plus des bénéfices donc c'était hyper plus importants. Psychologique. En tout cas, j'y ai cru. J'ai vraiment cru que j'étais mieux. Mais après, c'est toujours pareil. Tu sais, sur l'alimentation, il y a des choses qui fonctionnent chez l'un, qui ne fonctionnent pas chez d'autres. Il faut tester à l'entraînement et pas le jour J. Mais oui. Et en plus, cette espèce de régime que tu disais. Alors, pareil. J'ai un nom, je ne l'ai plus non plus, mais ça sonne du Nord. C'est pas scandinave peut-être. Scandinave. C'est ça. Ouais. Voilà. Et du coup, on le préconisait que sur 3 objectifs dans l'année. Parce qu'après, justement, en plus, c'était pas forcément bon pour le corps, et 2, ça n'avait plus trop les effets escomptés, surtout. Avant qu'on rentre sur l'alimentation pendant l'effort, j'ai une question autour de la pomme de terre, parce qu'on a eu un sujet justement, juste le repas d'avant, parce qu'il y a des assiettes qui sont arrivées avec des frites. Et c'était une pomme de terre sous une autre forme. Donc, comment est-ce qu'on peut s'alimenter au niveau de la pomme de terre, tu vois? Est-ce que manger des frites, c'est considéré comme manger de la pomme de terre? On parlait des bons lipides. Bon, les huiles de friture sont pas dans la caste des bons lipides, quoi. Donc la pomme de terre frite... pas forcément à conseiller. Alors, comment on s'alimente maintenant pendant l'effort? C'est-à-dire que on est le jour de l'épreuve, on est parti même sur une sortie, pas forcément une compétition, mais sur un entraînement, on est pendant son effort. Là, c'est pareil, à partir de quel moment on peut commencer à s'alimenter? Est-ce qu'on s'alimente tout de suite? Est-ce qu'on laisse passer 2 heures? Comment est-ce qu'on s'alimente pendant l'effort? Alors, du coup, on va le découper selon la durée de l'effort. Donc, 1 heure ou moins à faible intensité, les réserves sont largement suffisantes. On n'a pas besoin d'apporter de glucides. 1 heure et moins, mais à haute intensité, 30 grammes de glucides par heure, ça peut aider à maintenir la performance. Minimum. Ouais, le minimum. 1 heure et moins. Ensuite, 1 heure à 2 heures, 30 à 60 grammes de glucides par heure, c'est plutôt recommandé. De 2 à 3, on peut pousser de 60 à 90. Mais sous quelle forme? Boisson, effort et gel. Dans ce que tu donnes entre 60 grammes et 90 grammes, ça veut dire que tu bois 2-3 gorgées d'eau, t'apportes un nombre de glucides, de gorgées de ton bidon, pardon, pas d'eau, mais de ton bidon. Tu prends un gel, tu manges une barre de céréales, une pâte de fruits, un hydrogel. Ça veut dire que avant, le cycliste doit connaître précisément sa barre de céréales, combien elle fait de glucides. Bon, aujourd'hui, c'est facile c'est indiqué marqué dans tous les je veux dire qu'il faut faire cette démarche pour savoir précisément. Et donc, c'est pour ça que l'entraînement, il faut impérativement tout noter. Quand vous faites, c'est mon conseil, mais quand on s'entraîne, il faut vraiment tout noter ce que l'on a pris pendant l'entraînement, à quel moment on l'a pris, pour justement, au fur et à mesure du temps, affiner ce qui convient, ce qui ne convient pas. Mais donc, ça veut dire que quand tu nous dis 3 heures et plus et 90 grammes de glucides par heure, ça veut dire que dedans, ça comprend ton hydratation et ton alimentation. Et alimentation, effectivement. Donc, tu dois savoir un bidon de 500 ou de 80 ou d'un litre, combien est-ce qu'il y a de glucides dedans. Oui, complètement. Et en plus, ça va varier en fonction des marques. Et donc, mais c'est important de le regarder complètement. Complètement. Et moi, je suis... alors, dans les efforts intenses, je suis pro 100% gel parce qu'en plus, mâcher à l'effort quand on est à fond, c'est juste le meilleur moyen le moment de s'étouffer. Tu te barres de céréales que tu mets 5 heures à manger alors que ta course fait 45 minutes. C'est ça, moi, je sais que jusqu'à 7-8 heures d'effort avait été en marathon, je tourne 100% au gel. Des gels que j'ai utilisés à l'entraînement, que j'ai testés, mais ça me pose zéro... C'est facile et efficace, quoi. Oui, et puis c'est faux que quand on s'est entraîné avec, ça pose des problèmes gastriques. Non, quand on a testé tout au long de son entraînement, et en plus, ça permet vraiment, de pousser jusqu'à, encore une fois, 90-120 grammes
par heure. Mais, et puis en plus, aujourd'hui, ils sont étudiés pour justement cet apport glucose-fructose qui est plutôt important quand on a des hautes quantités comme ça. Alors après, on pourrait aussi creuser encore un peu plus l'alimentation avec la micronutrition, c'est-à-dire savoir prendre son alimentation au bon moment. Mais ça passe par l'expérience, c'est-à-dire qu'à force de tester différents produits, de trouver le produit qui nous convient et donc de l'utiliser, on va savoir logiquement, en tout cas si on est vraiment à l'écoute de son corps, tu dois savoir combien de temps après il fait effet. Et donc ça veut dire quand tu sais que tu vas avoir une ascension ou un effort à faire ou tu envisages de faire une attaque pour ceux qui font de la compétition, tu dois savoir quand est-ce que tu prends ton gel et la fenêtre dans laquelle tu peux faire un effort intense. En tout cas ça les pros le savent parfaitement et c'est ce qui va permettre justement d'être très efficace, probablement aussi accompagné à l'entraînement parce qu'ils n'ont pas le droit en compétition de certains capteurs comme Super Sapiens qui te permettent de connaître ta glycémie et donc quand tu ingurgites un gel, dans quelle zone tu te situes et quel effort tu peux produire. Ouais, mais encore une fois, c'est là que le essayer à l'entraînement est important. Très clairement. Très clairement, tous les professionnels aujourd'hui, alors c'est interdit en course, mais ont tous essayé un capteur Super Sapiens pour déterminer, alors je cite cette marque parce que j'ai travaillé avec, mais ou autre, mais en tout cas des capteurs qui permettent de déterminer ta glycémie et donc à l'entraînement, tu testes ton alimentation, tu la doses différemment et tu vois comment elle agit sur ton corps et quel effort tu peux produire, à quel moment, en tout cas combien de temps après d'avoir ingurgité, parce qu'il y a toujours une fenêtre, il y a un pic glucidique qui va se faire sur une certaine période, et là tu peux faire ton effort intense, parce que tu sais que tu auras le carburant qui va justement t'accompagner. Et c'est aussi là-dessus qu'avait une avance Morten avec justement cette diffusion continue qui était pas présente chez les autres nutritionneurs. Je crois qu'ils ont fait aussi un bol de bicarbonate, je crois. Oui. Ils ont lancé. Alors tu peux nous en parler de ça, non? Le bicarbonate, ça permet de réduire l'acidité qu'on a dans l'estomac. À l'effort, on acidifie l'estomac et du coup, ça permettait d'influencer là-dessus. Du coup, ça a été un carton, c'est ça. Ouais, en fait, plus on acidifie l'estomac, moins on arrive à assimiler derrière le glucide justement et les électrolytes. Donc, de basifier notre estomac permettait de conserver une bonne utilisation du glucide. Ouais, tout ça est très très important parce que c'est bien d'être en forme physique, c'est bien de suivre un plan d'entraînement, de respecter son programme d'entraînement, de faire des efforts, des heures de sel. Mais là, par contre, aujourd'hui, si tu n'as pas la bonne alimentation, j'allais dire tu seras pas performant. La performance elle est très personnelle et puis tu peux être performant juste en te faisant plaisir en montant école, tu vois ce que je veux dire, mais disons que si tu connais précisément comment tu t'alimentes, comment tu t'hydrates. Mais là-dedans, ils ont commercialisé cette espèce de tube bicarbonate, mais en vrai, ils n'avaient pas réinventé grand-chose. C'est quelque chose qui est utilisé dans le peloton déjà depuis un petit moment, mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Ils l'ont marketé. C'est là-dedans qu'ils sont bons, mais il faut faire attention à ça parce que c'est quand même casse-gueule pour celui qui n'est pas habitué ou qui n'est pas suivi, qui n'a pas été bien conseillé. C'est aussi un bon moyen de finir carburant vide. Et puis après l'effort, donc là on va passer sur la phase justement après l'effort. Donc quels sont les conseils que tu peux nous partager, que tu peux nous donner pour recharger les batteries, j'allais dire le plus rapidement possible, en tout cas de la meilleure des manières? Alors encore une fois, les deux apports les plus importants, c'est protéines et glucides. Donc ça veut dire en protéines, dans les sports d'endurance, c'est un peu différent quand on fait des sports de force et qu'on veut prendre ou que la masse musculaire est importante, mais dans les sports d'endurance, après un effort intense, 0,2 à 0,3 grammes par kilo de protéines en post-séance, c'est ce qui est recommandé. Et de mémoire, c'est dans une fenêtre de temps très précise. En fait, pour qu'elle soit d'efficacité. Dans la demi-heure après, c'est là que dans les 30 minutes. Donc quand tu fais un effort, tu rentres, tu poses ton vélo dans les 30 minutes, l'idéal, si tu veux bien recharger en protéines. Ton shaker là-dedans et là c'est là que c'est le top. Et tu vois, tu parlais des boissons que buvaient les pros à l'arrivée des tours. Eux, il y a un truc qu'ils utilisaient pas mal, c'est la ceinture jus de raisin. Alors ça.
Ça, j'ai testé. Ouais. Et c'est vrai qu'effectivement, apparemment, l'association jus de raisin, enfin en tout cas le jus de raisin, te recharge tous tes nutriments. En fait, c'est que c'est antioxydant et en même temps un jus hyper sucré. Donc t'imagines, je faisais régime scandinave et jus de raisin Saint-Thor. Alors là, le week-end, j'étais au top. Et du coup, pour revenir aux protéines, pour des sports d'endurance, donc comme le vélo, on préconise 1,2 à 1,6 grammes par kilo de protéines journaliers. Donc en post-séance, 0,2 à 0,3. Et pour les glucides, on parle d'un ratio de 3 pour 1 apport de glucides, donc en gros, apport de protéines, pardon. Donc du coup, ça fait 0,6 à 0,9 grammes par kilo de glucides en post-séance. Ça me rappelle, tu donnes des chiffres, ça me fait penser qu'en fait le vélo c'est aussi un peu des maths comme hier, on parlait de la descente, tu sais, avec justement cette question où les mathématiques se sont insérées dedans, mais en fait il faut vraiment connaître tous vos dosages, savoir comment votre corps réagit par rapport à ça justement, pour justement avec le temps avoir l'alimentation qui vous convient le mieux et qui vous permet d'être le plus efficace. Est-ce que tu as des exemples, Paul, ou un exemple de ce qui te convient à toi de repas juste après l'effort? Moi, j'aime le combo. Bon, alors, moi, en stage, par exemple, comme aujourd'hui, c'est boisson de recovery après chaque séance. Comme en plus, j'enchaîne plusieurs stages, sinon, je fais popcorn avant la fin des stages. Et sinon, en repas solide, on va dire, j'aime bien les yaourts grecs avec des fruits et du muesli. Moi, c'est mon petit goûter. Alors, c'est vrai qu'on a couvert l'hydratation, on a couvert l'alimentation, on a fait avant, pendant, après. Est-ce qu'il y a, avant qu'on passe aux questions-réponses, est-ce qu'il y a un dernier conseil ou un partage que tu voudrais faire sur ça? Buvez de l'eau et ne testez rien en compétition que vous n'avez pas testé à l'entraînement. Alors moi je rajoute une petite question. Quand tu dis buvez de l'eau, c'est-à-dire que même dans une journée au quotidien où on n'a pas de séance forcément d'entraînement, c'est une journée de récup, est-ce qu'il y a alors c'est pas une boisson à l'effort, mais est-ce qu'une boisson de récup par exemple pourrait se positionner dans une journée off, ou est-ce que tu préconises vraiment de boire de l'eau? Une journée off où la recovery est hyper chargée en glucides, donc si on dépense pas, on la dépense pas derrière, ça va nous faire stocker un peu, quoi. C'est pas forcément hyper utile, surtout de recharger comme ça en protéines. Pareil, ça va pas être super utile si derrière on refait pas d'effort ou qu'on n'a pas fait d'effort avant. C'est un peu gâché pour pas grand chose, quoi. Une journée en repos classique, de l'eau et une alimentation normale. Bon, tout ça en tout cas est très très intéressant, mais c'est vrai qu'on l'avait dit en introduction, là, tout ce qui est hydratation, surtout alimentation, c'est aussi très personnel. Ouais. Et donc il y a tous ces conseils-là, il y a ces fils rouges, mais après c'est à chacun de tester, de doser, de voir ce qui lui convient de ce qui lui convient le mieux. Un grand merci pour tous ces enseignements, Paul. On va passer aux questions. Si dans le public, il y a des personnes qui sont en stage avec nous à Calpe, justement sur le premier stage dans la tête d'un cycliste, si vous avez des questions, avec grand plaisir, on essaiera de répondre à vos questions. Est-ce que dans les montées de col, il y a des moments privilégiés pour s'alimenter ou ne pas s'alimenter? Je pense notamment au sommet, avant d'entamer une descente. Est-ce que c'est intéressant de manger quelque chose alors qu'on va rester un peu couché sur le vélo, le ventre scié, peut-être même avec du froid? Est-ce que c'est un moment à éviter? À éviter, pas forcément, parce que faut pas oublier qu'en descente il faut quand même avoir les idées claires, hein. Donc avoir les glucides nécessaires pour alimenter ton cerveau et ta vision, c'est quand même pas déconnant. Et suivre tous les conseils que tu as donnés hier. Et suivre tous les conseils, ouais. La descente. Exactement. Porter ton regard au loin, il faut des glucides. Donc mais c'est vrai que c'est une bonne question, parce que l'ascension parfois ça peut durer 3 heures. Dans certains cols, tu vois, un col qui fait 20, tu prends le col de l'Iseran, si tu le prends par un côté, c'est 50 bornes, quoi. Ouais. Donc une fois que tu es dedans, il faut vraiment s'alimenter régulièrement. Exactement. Et puis les descentes sont longues aussi derrière. Donc tu vois, on peut, pour certains efforts, quand on veut rester dans les clous des grammes par kilo, il faut un gel toutes les 30 minutes, même moins des fois. Donc des fois les descentes font plus de 30 minutes. Donc la réponse à la question, ça serait même au sommet, en fait. C'est pas parce que ça redescend. Même au sommet, il faut s'alimenter. Ouais, complètement. Parce que en plus, surtout si après
après la descente, vous rattaquez un col autre derrière. col, c'est le meilleur moyen d'avoir un coup de bambou, comme on dit. Exactement. Est-ce qu'on a répondu à ta question ? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sur des épreuves de longue durée, de plusieurs jours, donc on roule plutôt à basse intensité. Qu'est-ce que tu conseilles en quantité de glucides à consommer à l'heure ? Pareil, moi je resterai sur du 60-90 si vous avez encore une fois travaillé ça à l'entraînement, avec par contre un apport hyper diversifié, jouer entre la boisson d'effort, les gels, des barres, des repas solides, varier au maximum les apports en fait. Ouais. En fait, le défi dans la longue distance, c'est la saturation en sucre notamment. Et il faut vraiment, c'est vraiment un entraînement et c'est pour ça que moi je préconise de prendre des notes à chaque fois qu'on fait un entraînement et qu'on teste des choses pour savoir comment son corps réagit. Mais le défi, c'est qu'au bout de 4 jours, il faut varier en fait. Il faut varier, si on prend une Race Cross France, c'est 10 jours. Tu t'imagines pendant 10 jours à manger des gels L'enfer. toutes les 30 minutes. Voilà, tu vois, quand j'avais fait les États-Unis, j'avais calculé et en fait, je le dis dans la vidéo, c'est comme si je mangeais un Mars toutes les 10 minutes en fait. Le nombre de calories dont j'avais besoin, c'était un Mars toutes les 10 minutes. Mais si j'avais mangé un Mars toutes les 10 minutes, autant te dire que je ne serais probablement pas là pour vous en parler. Mais en fait, il faut vraiment varier. Mais par contre, il faut varier ton alimentation, mais manger très régulièrement et tout le temps en fait. Dans le long, la clé c'est d'avoir tout le temps la main à la poche. Tu dois tout le temps manger des choses variées et qui te font envie. Et généralement, quand tu as un coup de moins bien, c'est que tu es en sous-calories. Là-dessus, il ne faut même pas essayer de se dire ça va passer. Il faut s'arrêter, manger beaucoup et 20 minutes après, ça repart. Ouais. Mais c'est très particulier dans la longue distance et ça passe beaucoup par de l'expérimentation personnelle. Complètement, oui. Parce que en plus, il faut trouver ce qui te donne envie à un certain moment. Est-ce que c'est du salé ? Est-ce que c'est plus le sucré ? Il y a des gens qui sont plus sucrés, d'autres qui sont plus salés. Ça aussi, il faut le déterminer avant l'épreuve. Et puis ensuite, il faut composer parce que quand tu fais du long, t'emmènes pas tes 500 gels avec toi. Donc ça veut dire qu'au bout, tu vas peut-être emmener 12 heures d'alimentation avec toi. Et puis après, va falloir trouver. Et donc, va falloir te satisfaire de ce que tu trouves sur la route pour avancer. Donc tout ça, c'est des choses qui se testent avant. On a répondu à ta question. Mais on peut en discuter après, autour d'une bière, par exemple. Non. De l'eau. Et bonsoir. Est-ce que la créatine a sa place en termes de pré-entraînement ou post-entraînement? Dans les sports d'endurance comme on fait, moi je juge ça pas forcément utile. Ça a plutôt un intérêt dans les sports hyper explosifs. Pour tout ce qui est utilisation de la filière avec de la phosphocréatine, donc anaérobie complètement, les efforts en dessous de 30 secondes est hyper violent, hyper intense, à un effort maximal. Donc je sais que certains sprinters se supplémentent en créatine, mais je pense que c'est pour aller chercher le pourcentage vraiment infime de progression et bon, ici pour le public qu'on a aujourd'hui plutôt longue distance, si vous commencez à faire des sprints sur la Race Cross France, ça va poser problème. Un jour ça finira aussi. C'est vrai que la créatine ça avait été très marketé aussi dans les années 90. Exactement, je me souviens, dans les années 90 ça avait été très marketé et tout le monde voulait se procurer de la créatine pour être explosif, alors qu'en fait c'était pas à notre niveau, hein, bien évidemment. Après, les professionnels, peut-être que c'est un complément avec d'autres protéines ou autres, mais en tout cas, voilà, dans le long, c'est toujours pareil, hein, il faut tester. Oui, Paul, tu nous as parlé tout au long du podcast de prendre des gels énergétiques. Et évidemment, ça a un coût financier important. Donc, est-ce qu'on peut remplacer ces gels par, je sais pas, des gourdes avec du miel, du sirop d'agave, du sirop de fleur de coco, enfin tout autre type de sucre liquide? Y a sur internet, vous pouvez trouver pas mal de petites recettes plutôt assez efficaces. Le truc qu'il faut retenir, c'est si vous avez des hautes concentrations à tenir, c'est de varier les apports. Donc pas uniquement se focaliser sur un seul
un seul aliment, mais plutôt faire une espèce de mixture de plusieurs qui vous permettra d'atteindre des hautes quantités en assimilation. Mais oui, je pense que c'est réalisable, il faut juste prendre le temps de... Sinon, dans la longue distance, on parle de filière lipidique, tu as la plaquette de beurre qui est aussi... qui peut être très efficace, tu vois. On a une pensée pour notre ami Low Carb Frenchy, qui lui est cétogène, et lui, quand il s'arrête sur des épreuves longue distance, il va à la boucherie, et il prend du pâté, voilà. Et lui, il a activé sa filière lipidique depuis des années, et il s'en sort comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de trouver des solutions. Mais je te rejoins, c'est vrai que si tu veux rester sur du gel, effectivement, c'est un coup. Ouais, si tu pars sur du très très long et que tu veux rester qu'à ça, ça peut être compliqué. On a vu pas mal de débats sur les cétones dans le peloton ces derniers temps. À quoi ça, qu'est-ce que c'est et quel est ton avis là-dessus ? Les cétones, elles avaient pour intérêt de préserver à l'effort justement la filière glucidique, donc de préserver ses stocks en glycogène musculaire. Mais aujourd'hui, tout le monde en revient parce qu'en fait, ils ont un peu détruit les cyclistes comme ça. Hein. Ils ont cassé du monde et il y a des athlètes aujourd'hui, on ne citera pas forcément de nom, mais qui s'en remettent pas forcément. Et du coup aujourd'hui ils sont repartis vraiment sur de l'utilisation à fond du système glucidique. L'idée c'était vraiment de préserver ces stocks de glycogène pour les efforts intenses de fin de course, quoi, et que du coup tout le début d'étape les cyclistes soient le plus possible en utilisation de la filière lipidique. Mais bon, pour la santé, ça a eu pour la santé des cyclistes, ça a eu un effet. Ouais. Et puis après aussi l'alimentation, on parle de gel, mais les gels d'aujourd'hui sont plus les gels aussi d'il y a 10 ou 15 ans. Ça a énormément évolué, les compositions ont énormément évolué, et tout ça a bien progressé. Ouais. Tu parlais des recommandations en termes d'apport. Qu'est-ce que tu penses des équilibres hommes-femmes ? Et est-ce qu'il y a des stratégies nutrition un peu plus orientée pour les femmes en fonction du cycle? Chez les femmes, l'apport protéique est peut-être un peu, et même glucidique peut-être un peu réduit, mais quand on fait beaucoup de sport, il va quand même falloir faire attention à son apport en protéines. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est menstruation, etc., il y a un aspect qu'il faut vraiment surveiller chez les femmes, c'est la concentration en fer. Et beaucoup de cyclistes et de sportives se retrouvent avec des carences en fer dès que l'entraînement est intense. Donc c'est cet aspect-là qu'il faudrait, à mon avis, surveiller le plus possible chez les femmes. Et je prêche peut-être pour ma paroisse, mais moi je mange pas beaucoup en quantité. Mais si je devais optimiser mon alimentation sur un repas avant une séance, histoire de ne pas être trop vite en hypoglycémie, qu'est-ce qu'il faut que je favorise en priorité? Des glucides faciles à assimiler, avec quand même un apport protéique, toujours pareil, facile à digérer, et limiter les fibres. Les fibres, c'est ce qui prend le plus de temps à digérer et le plus d'énergie à l'organisme pour digérer. Donc limiter les fibres avant les efforts intenses, ça peut être intéressant. J'avais une question sur la caféine. Est-ce que ça présente un intérêt ou pas, ou c'est neutre avant les entraînements? Et aussi la caféine pendant les courses d'ultra sur plusieurs jours, au-delà de 24 heures, est-ce que la caféine peut jouer un rôle important? Là, pour le coup, vaste sujet parce qu'elle va influencer beaucoup de points. La caféine, déjà, à l'effort, elle va aider, elle va optimiser et aider la filière lipidique. Donc, votre filière aérobie va être optimisée avec la caféine. Et surtout dans le long, quand on arrive dans les phases où le sommeil et les paupières commencent à tomber, forcément, elle a un réel intérêt. Ouais. Je pense que la caféine, moi, n'est pas la solution. Alors, on a beaucoup travaillé avec les RSE Cross Series, on a beaucoup travaillé avec un expert en sommeil, justement,
qui suit l'UTMB, les trailers, qui suit les navigateurs sur le Vendée Globe et autres. Et en fait, la caféine ne remplace pas une micro-sieste ou une sieste, en fait. Si tu es fatigué et que tu as les paupières qui tombent, déjà, c'est presque trop tard. On ne parle pas d'hallucination, parce que tu as aussi les hallucinations qui peuvent... Là, c'est alerte rouge, l'hallucination, en fait. C'est que là, il faut tout de suite dormir. Mais la caféine, c'est pas ce qui va remplacer 20 minutes de micro-sieste, très clairement. Après, oui, c'est vrai que dans le long, moi personnellement, j'ai jamais testé, donc je ne saurais pas dire quel effet ça peut faire. Voilà. J'ai toujours eu du mal avec la nuit, ça a été toujours très compliqué pour moi, mais ça venait d'un problème d'oreille interne qui me donnait des nausées, et une fois que j'ai trouvé le bon éclairage pour que je vois très très clair la nuit, j'ai plus de problème d'oreille interne, et donc je pouvais rouler de nuit de manière totalement confortable. Mais la caféine, voilà, si vous avez testé, peut-être que vous pouvez partager votre expérience, ça vous a permis de tenir ou pas, mais en tout cas, nous, le conseil qu'on préconise chez RSE Cross Series, c'est vraiment, ça remplace pas une micro-sieste. Il vaut mieux faire une micro-sieste que de prendre de la caféine. Et quand je parle de caféine, je parle pas de boire un café, hein, je parle de prendre des cachets de caféine. Voilà. Et donc, on a contrer cette envie-là, en tout cas, par cette règle sur le sommeil qui, toutes les 36 heures, on demande à nos coureurs de s'arrêter au moins 4 heures pour repartir en sécurité. Et puis, figure-toi que l'année passée, la première année où on a mis cette règle-là en place, eh bien, tous les coureurs sont arrivés une journée avant le délai maximum et tous avaient roulé plus vite que les années passées, en dormant plus. Donc, voilà, moi, c'est mon avis sur... c'est intéressant ce que tu dis. Mais oui, après, on sait par contre qu'elle a quand même un effet sur l'attention et sur la concentration. Mais effectivement, sur des épreuves si longues, le sommeil et la gestion du sommeil sont hyper importantes. Pour des efforts en dessous, effectivement, elle peut avoir un réel intérêt dans la performance. Après, effectivement, il y a un moment en ultra, quand il faut dormir, il faut dormir. Il faut dormir, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Tu parles d'un dosage de glucides par heure. Est-ce que tu aurais aussi une fourchette, par exemple, pour les électrolytes ? Aujourd'hui, il existe par exemple des capsules d'électrolytes qui sont assez faciles à prendre, dosées à 250 mg, 500 mg de sodium. Est-ce que tu aurais une fourchette par heure, par exemple, pour prendre ça ? Là, je t'avoue que tu me poses une colle sur les chiffres exacts. Mais bon, les capsules sont données avec un dosage en quantité d'eau aussi, normalement. Donc, à partir du moment où tu colles ça à l'utilisation, à ton dosage d'eau adapté, tu vas tomber de bon. Ok. Avant qu'il y ait peut-être d'autres questions, moi j'ai une question sur la banane. Ouais. Alors c'est vrai que l'endroit où on se trouve là, moi quand je suis arrivé, on m'a dit non mais si tu veux une banane, tu la prends le soir, parce que le matin ici, comme il y a que des cyclistes, ils mettent pas de banane, sinon 5 minutes il y a plus de banane. Ouais. Et on voit toujours, c'est vrai. Le cycliste, généralement, dans sa poche, il y a toujours un bout de banane qui dépasse. Est-ce que la banane est un bon aliment ? À l'effort, c'est forcément. À l'entraînement, c'est plutôt pas si mal parce que effectivement, elle est plutôt longue à digérer. Et du coup, elle a un apport qui est diffus. Tu veux dire. Ouais. En plus d'être plutôt quand même vachement. Les fruits sont hyper riches en glucides tout court, hein, donc la banane, oui, c'est plutôt intéressant. Après, c'est pareil. À l'effort intense, je le conseillerais pas. Ok, voilà. Je voulais juste poser ma question banane. C'est fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? On a fait le tour ? Bon, écoute, il ne me souhaite plus qu'à te remercier, Paul, pour ces 2 épisodes avec toi. C'était un vrai plaisir. Merci pour ton professionnalisme et toutes les compétences que tu nous as partagées. On a une pensée pour Loïc, bien évidemment, Loïc Lepout, qui aurait dû être là, mais malheureusement qui n'a pas pu. Un merci également à Myriam de NutriPure, qui a été très très réactive pour accompagner le stage. Un grand merci à vous dans l'assistance. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste. Merci beaucoup.